Et puis Vladimir Poutine a aussi comme volonté, on le voit sur l'affaire ukrainienne, d'essayer de recoller quelques morceaux du très beau vase cassé par Gorbatchev, c'est-à-dire d'essayer d'empêcher que l'héritage millénaire des tsars, des tsars qui ont fait la Russie, qui ont fait toutes les Russies en fait, surtout depuis le rattachement d'une partie de l'Ukraine aujourd'hui en 1654, c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de tsar de toutes les Russies, eh bien Vladimir Poutine essaye de reconstituer une partie de ce que fut l'Empire russe et l'Union soviétique. Alors, il est évident qu'avec de telles ambitions, Vladimir Poutine n'est pas très bien traité par les médias occidentaux. Boris Yeltsin était un ivrogne. C'était quelqu'un qui n'avait vraiment aucune qualité, ou pratiquement aucune, qui était un jouisseur, un ivrogne, quelqu'un qui a laissé la Russie se foncer vers le gouffre. Vladimir Poutine est quelqu'un de beaucoup plus austère, qui a des ambitions très précises pour son pays et pour laisser une place dans l'histoire. Donc ça ne plaît pas aux Occidentaux. Il l'a montré lorsqu'à partir des années 2000, il a accédé au plus haut niveau du pouvoir. Donc il a été président une première fois. Et puis à l'époque, compte tenu de la Constitution, il a cédé ensuite la place à Dmitri Medvedev. Et puis ensuite, il est revenu. Il a été réélu en 2012 président de la Fédération de Russie, ce qu'il est toujours 10 ans après, avec des mandats de 6 ans. Alors, en septembre 2011, comme il allait très probablement être réélu, on a commencé à voir fleurir des articles. En fait, je suis pas remonté avant, mais je suppose qu'on doit pouvoir trouver encore des articles avant. Mais on commence à voir fleurir dans la presse occidentale, en particulier en France, des articles assez venimeux contre Poutine et contre sa santé, puisqu'il a un pouvoir très solide en fait. Et donc face à quelqu'un d'intelligent, de déterminé, qui est très soutenu par une grande partie de la population, j'ai pas dit toute la population, mais par une large partie de la population, quelqu'un qui tient d'une main de fer un appareil d'État solide, eh bien, voilà, comment essayer de le déstabiliser? Ben, ce qui est trouvé, c'est d'essayer de s'attaquer à lui et de le décrire sous les traits, en fait, soit d'un croque-mitaine, soit d'un grand malade. C'est une procédure typique de toute éternité, mais que les Américains utilisent très volontiers dès qu'un chef d'État ne leur plaît pas, ou qu'un responsable politique ne leur plaît pas, ils essayent de les démonter de cette façon. Alors tout ça, ça fait quand même beaucoup, parce qu'on le décrit comme quelqu'un de totalement irrationnel. Or, quand on écoute Vladimir Poutine, on a le sentiment de quelqu'un d'inflexible, quelqu'un de dur, quelqu'un de déterminé. Mais on n'a pas le sentiment de quelqu'un d'irrationnel. Pas du tout, du tout. Au contraire, il est extrêmement rationnel. Et ce qu'il dit mériterait d'être débattu, mais malheureusement, il n'y a pas de débat en France, puisque le débat est interdit. Il est une fois pour toutes indiqué en France que Poutine, c'est le grand méchant loup, la Russie également, alors que Zelensky, eh bien, c'est l'archange Gabriel. C'est à peu près ça. Et donc, dès qu'on commence à poser des questions, eh bien, on est mal vu. Voilà. Je signale d'ailleurs au passage que le Premier ministre israélien, Monsieur Naftali Bennett, s'est rendu à Moscou et ensuite il a été interrogé à la sortie et il a dit que non, il n'avait pas du tout trouvé que Vladimir Poutine était quelqu'un d'irrationnel. C'est pas du tout le sentiment qu'il avait eu, ou il avait eu au contraire le sentiment de quelqu'un en pleine possession de ses moyens. Voilà. Mettez-vous quand même à sa place, ce pauvre. Il est shooté au botox. Il est misanthrope. C'est un enfant qui a eu une enfance extrêmement difficile. Il a le syndrome d'Asperger. Il a failli être mort, mais en fait non, il était parti en Suisse. Il a le syndrome de la démarche du flingueur. Il souffre en plus de la maladie de Parkinson. Pour couronner le tout, il a un cancer généralisé d'ailleurs, qui l'oblige à la cortisone, à faire de la chirurgie esthétique. Et en plus de ça, on apprend qu'il est brutal, on apprend qu'il est paranoïaque, on apprend qu'il est complètement fou, on apprend qu'il a encore un truc, le syndrome de l'hubris, c'est-à-dire de la folie des grandeurs.
On apprend que quand il était plus jeune, il avait été déclaré inapte parce qu'il avait les pieds plats. On apprend qu'il a un trouble cérébral lié à un traitement contre le cancer. On apprend que c'est un obsessionnel qui a perdu le sens des réalités. On apprend qu'il en fait baver à tout son entourage, en particulier que sa première femme a sombré dans l'alcool parce qu'elle n'en pouvait plus. Voilà. Voilà en gros le président, le chef d'État de la première puissance nucléaire mondiale. Donc voilà tel que c'est présenté aux Français. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On peut dire, moi je voudrais ici, je ne dis pas, je suis pas là encore une fois pour défendre Vladimir Poutine. Enfin, j'aimerais bien que la presse française reste quand même dans les limites de la décence. Ou alors, il faut également qu'elle passe au crible la santé mentale d'Emmanuel Macron. Et je pense que si on comparait Emmanuel Macron à Vladimir Poutine, je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français qui seraient, de mon avis, en comparant des discours des uns et de l'un et de l'autre, pour conclure que le plus dingo des deux n'est quand même pas forcément Vladimir Poutine. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Et c'est ce commun, notre trésor. Et donc, si on pense qu'on peut être heureux en l'oubliant, on oublie les devoirs de l'enraciné. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Il ne s'aime pas. Ou alors on devient très dangereux. Pensez printemps. Pensez printemps, mes amis. C'est réconcilier l'ambition et le réel. Mais penser printemps, ça ne veut pas dire non plus promettre à tout va. Penser que le printemps est déjà là, que sans avoir semé, on pourrait déjà promettre la moisson à tout à chacun. Je veux vous dire de penser printemps. Et penser printemps, d'abord, cela veut dire ne pas nous affaisser. Penser printemps, c'est construire l'avenir. Parce que penser printemps, dans ces moments-là, ça veut dire avoir l'esprit de responsabilité. Mais pour penser printemps, il ne faut pas non plus désespérer. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Mais là-dessus, les mensonges permanents, les propos délirants de Macron, les contradictions permanentes, sont en même temps sa violence, sa brutalité, sa méchanceté vis-à-vis du peuple français, son lien avec des oligarques multimilliardaires, la façon dont il détourne l'argent des Français pour servir ses amis de chez McKinsey, enfin, etc., etc. Mais le portrait que l'on pourrait faire d'Emmanuel Macron, si on employait la même méthode que l'on fait pour Vladimir Poutine, serait 5 ou 10 fois pire que Poutine. On pourrait d'ailleurs aussi imaginer un jeu de massacre qui s'intéresse aussi au président américain Joseph Robinette Biden, dit Joe Biden pour les intimes dont vous faites partie. Joseph Robinette, qui est quand même gâteux, mais vraiment, enfin, assez sévère. On a vu certaines vidéos où les gens sont gênés. Personne n'ose trop en parler. So, with regard to your family in particular, part of it is not just that they see you on television and trust you. The people who seem to have the most impact are you know, that for that 17-year-old kid, the kid he or she plays ball with. Mm-hmm. You got the vaccination? Yeah. Are you okay? I mean, you seem no, it works. Or you know, or the mom and dad, or the neighbor, or when you go to church, or when you're no, I really mean it. There are trusted interlocutors. Think of the people. If your kid wanted to find out whether or not there's a man on the moon or whatever, you know, something, or you know, whether those aliens are here or not. You know, who are the people they talk to beyond the kids who love talking about it? Donc on a d'un côté la première puissance nucléaire mondiale, qui est la Russie, qui, d'après les gazettes, serait dirigée par la personne qui a toutes les tares que je viens de vous montrer. Et puis de l'autre côté, on a quand même la première puissance militaire mondiale et qui, du point de vue nucléaire, n'est pas loin non plus d'atteindre la Russie, qui sont les États-Unis d'Amérique, et qui est dirigée par quelqu'un qui a plus toutes les facultés. Et puis au milieu des deux, on a Macron qui que vous connaissez, je vais pas vous le décrire. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que nous sommes le 25 mars, au moment où je parle,
et que les informations qui viennent notamment du sommet qui s'est tenu à Bruxelles avec l'OTAN, le G7 et le Conseil de l'Union européenne, d'ailleurs co-présidé par le président des États-Unis, ce qui est quand même extraordinaire, eh bien les informations qui viennent de ça ne sont pas très bonnes. Elles sont même tout à fait inquiétantes, puisque je ne cesse de dire depuis des semaines qu'il faut raison garder. Il faut absolument arrêter de décrire Vladimir Poutine comme une espèce de croque-mitaine, parce que c'est complètement absurde, ce n'est pas vrai. Ça, c'est du bourrage de crâne. Il faut absolument comprendre que les Russes n'accepteront pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu les nouvelles décisions prises à Bruxelles où, sous la houlette de Biden, l'ensemble des pays occidentaux ont dit qu'ils allaient renforcer encore les sanctions et puis envoyer encore des armes, vraiment on joue avec le feu. Donc je pense que je lance ici l'appel que j'ai déjà fait il y a quelques jours, je le relance ici, il faudrait absolument que les responsables politiques français de tout bord, notamment les candidats à l'élection présidentielle, prennent l'engagement devant les Français que s'ils sont élus, ils feront absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour calmer le jeu. Calmer le jeu, ça veut dire arrêter la surenchère, ne plus livrer d'armes à l'Ukraine, demander à Zelensky d'être raisonnable, qu'il accepte que l'Ukraine adopte une constitution de type helvétique proclamant la neutralité de l'Ukraine, que l'Ukraine accepte que la Crimée soit donnée à la Russie, parce que de toute façon la Russie ne rendra jamais la Crimée, même dans 20 ans ou dans 50 ans. Donc Crimée qui d'ailleurs n'a jamais appartenu à l'Ukraine historiquement, sauf au cours des 30 ans précédents 2014. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Et puis il faudrait arrêter un petit peu, et je pense demander aux médias français d'arrêter un petit peu d'avoir ce bourrage de crâne. Parce que ce bourrage de crâne participe de l'inquiétude que doivent avoir les gens raisonnables. Je vois autour de moi, il y a des gens qui ne marchent pas dans la combine. Il y a beaucoup de gens quand même qui vont sur Internet et je vois que les vidéos que je fais ont des scores impressionnants. Mais malheureusement, il y a énormément de Français qui boivent comme parole d'évangile ce qu'ils entendent sur TF1, sur BFM, etc., et qui régurgitent la propagande comme celle que je viens de vous montrer. Eh bien, ça n'est pas raisonnable parce qu'en chauffant la population à blanc comme ça, eh bien, on peut être entraîné finalement beaucoup, beaucoup plus loin que ce que l'on voulait faire. C'est tout l'exemple de ce qui s'est passé en 1914 qui est là pour nous le rappeler.